Vous allez voir qu'on va faire des choses un peu compliquées autour de cette notion qui est complexe. Et donc du coup, je vous propose de voter, c'est-à-dire je vais convoquer votre consentement. Est-ce que vous voulez plutôt qu'on traite de ça, c'est-à-dire une modélisation, puisque avec cette cascade, pour aller jusqu'à une action, il faut une perception qui permet une évaluation, et sur la base d'une préférence, on va engager une motivation, prendre une décision pour réaliser une action. On m'a demandé de faire plutôt ça, de vous redonner des définitions, des cibles pour pouvoir travailler autour des capacités à consentir, et du coup des outils avec une petite conclusion. Et donc du coup c'est rare sur une conférence de choisir le sujet, en sachant que je vais m'adapter live. Donc du coup je vous propose de voter. Qui souhaite plutôt qu'on traite de ça, levez la main. Ok. Qui souhaite qu'on traite de ça, levez la main. Du coup on va traiter de ça. Mais ça veut dire que la majorité a décidé pour ceux qui ne voulaient pas. Et ça peut être de l'emprise, vous voyez. Et c'est pour vous dire aussi que quand on est à plusieurs, la question du consentement, elle se renégocie en permanence. Donc on est dans des choses compliquées et je vais devoir faire court. Donc forcément il y aura de la frustration. En psychiatrie, on est des spécialistes de la capacité à consentir. Moi, je prive de liberté des patients. Je suis chef de service d'unité de soins intensifs. On accueille des patients en soins sans consentement. C'est-à-dire qu'on s'affranchit de la capacité ou du consentement ou de la dimension juridique de est-ce que vous voulez bien être soigné. On considère que les gens sont tellement malades qu'ils n'ont plus de capacité à consentir en raison de l'altération des capacités de jugement et discernement liées aux troubles psychiatriques. Et ça, c'est pas nous, c'est la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui en 2005 avait repéré 5 dimensions dans la capacité à consentir. En sachant qu'en santé et en médecine, on va proposer des soins sur la base d'une information claire, loyale, adaptée, répétée, proportionnée, graduée, et à quelqu'un qui a théoriquement une capacité à choisir, c'est-à-dire un libre arbitre et une capacité d'exprimer sa volonté. Et puis ensuite, on va rechercher le consentement. Donc là, je vous ai fait des propositions. Théoriquement, j'ai estimé que vous aviez un libre arbitre pour pouvoir prendre la bonne décision, qui est la vôtre, mais que je vais moi aussi subir. Et donc du coup, c'est pour illustrer cette difficulté dans ces 5 dimensions, recevoir une information, comprendre, écouter, raisonner, exprimer librement sa décision et maintenir sa décision dans le temps. Donc là, on est en psychiatrie, en sachant que si je pars dans cette espèce de cascade, que moi j'utilise dans les soins sans consentement en ambulatoire. J'ai des agresseurs sexuels qui ont été condamnés à des soins ambulatoires, qui viennent me voir. Quand je leur demande qu'est-ce qui vous amène, ils me disent le juge. Je dis mais il n'y a pas de juge là. Ils disent non mais parce que je suis obligé de venir. Et donc du coup, ce type, il n'avait rien demandé. Et puis finalement, il me dit je vous vois parce que je suis obligé, vous êtes ma punition. Donc moi je refuse, parce que sinon c'est un contrat pervers, je deviens l'objet presque de sa jouissance, surtout si on n'en fait rien. Et donc du coup, je vais inverser les choses en lui expliquant que peut-être que moi, je ne suis pas obligé de le recevoir dans ce contexte. Peut-être qu'on va prendre le temps d'essayer de comprendre ce qu'il amène. Et s'il est d'accord à l'issue de ce temps de rencontre, sur les effets de la rencontre, on va décider ou pas de se revoir. C'est-à-dire qu'on prend le temps de faire connaissance. Et si on estime tous les deux, conjointement, qu'il y a un intérêt à se revoir, on va se redonner un rendez-vous. Mais ce qui veut dire qu'il n'est pas encore engagé, vous voyez. On est au tout début, et ça, c'est les prémices, mais c'est comment est-ce qu'on retourne la table autour de cette dynamique d'un processus qui est complexe. Et qu'on peut, en fait, altérer facilement, en sachant que l'alcool en France, c'est très facile pour réduire la capacité de consentir, mais après, on peut faire pression de différentes manières dans la zone grise du consentement. Du coup, c'est une cascade dans ce processus, depuis une perception jusqu'à la réalisation d'une action. Et plutôt que quelque chose de linéaire, on est plutôt sur quelque chose de cyclique, sachant qu'on réajuste en permanence. Vous engagez, vous, sur le plan cognitif, dans une perspective avec une attente dans la réalisation de votre action, un bénéfice attendu, estimé, et puis toujours balance bénéfice-risque, sauf si en plus vous avez des altérations des capacités de jugement et discernement, vous allez peut-être prendre les mauvaises décisions, mais toujours est-il que l'objectif, c'est de pouvoir prendre la bonne décision, y compris en matière de consentement sexuel, ou en plus à d'excitation. Ça est compliqué, et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir renforcer en fait les capacités de prise de décision autour du consentement chez l'enfant, puisque c'est le sujet qu'on m'a imposé. Et donc du coup, dans cette cascade, perception, évaluation, préférence, motivation, décision, action, sur un cerveau qui est en cours de maturation, on a pensé une boîte à outils de prévention des violences à caractère sexuel et sexiste, qui cible les facteurs de risque pour les réduire autour des violences à caractère sexuel et sexiste, et qui viennent renforcer les facteurs de protection. Et donc du coup, un énorme travail, avec l'objectif général, c'est de donner les moyens à tous les adultes qui travaillent auprès de mineurs
de renforcer les facteurs de protection, réduire les facteurs de risque, en éduquant au sens large et noble du terme, c'est autour des savoir-être, en donnant de l'information, on est presque en promotion de la santé, éducation aussi à la santé sexuelle, mais surtout en leur donnant des capacités d'agir, c'est-à-dire des savoir-faire. Voici la construction de la boîte à outils de prévention, la BOAT, avec 4 tranches d'âge, les 5-7, les 8-10, les 11-13 et les 14-18, ce qui correspond à des étapes du développement cognitif, psychosexuel et affectif. En sachant qu'on est en mode haute couture sur mesure, on intervient avec des adultes en IME, en ITEP, qui ont un âge de développement de 8-10 ans, mais qui ont un âge biologique de 30 ans. Et donc on adapte les fiches. On intervient soit en individuel, en petits groupes, ou sur des groupes de 8, 10, 15, ou en établissement scolaire. Et les fiches sont très très simples, c'est des fiches cuisine, avec les ingrédients, le temps que ça prend, ce qu'il vous faudra pour réaliser la fiche. Là, on est sur un outil complexe qui aborde des sujets compliqués. C'est une sorte de couteau suisse qui peut blesser. Vous pouvez vous blesser vous en tant qu'adulte ou blesser des mineurs. Ou vous blesser en tant qu'adulte, c'est dans l'utilisation des fiches qui parfois favorisent la révélation de faits antérieurs. Et si vous n'êtes pas prêt à accueillir la parole de l'enfant, et du coup c'est une explosion en plein vol, avec, comme on l'a entendu ce matin, des rendez-vous manqués d'enfants qui viennent révéler des faits et qui ne sont pas entendus. Et là, c'est un double effet délétère sur la parole de l'enfant et les conséquences psychiques. Ensuite, on s'est aperçu que certaines fiches pouvaient avoir l'effet opposé à l'effet attendu, par exemple sur la discrimination, l'exclusion. Si c'est mal géré, ça vient renforcer des stéréotypes autour sociaux, autour de ce qui peut permettre d'exclure. Si je reviens à la question de la capacité à consentir, dans les compétences psychosociales, on est sur des dimensions qui sont très favorables et qu'on va renforcer. La connaissance de soi, l'empathie, la pensée critique, la prise de décision, l'affirmation de soi, la gestion des conflits, la maîtrise de soi. En sachant qu'on n'a rien inventé. On s'appuyait sur le programme Inspire de l'OMS, 2005, 2012, 2015, les grands rapports autour de la violence, pour cibler les facteurs de risque et les facteurs de protection. Et donc on va pouvoir renforcer l'ensemble de ces dimensions. Sauf que, on l'a dit, la capacité à consentir, c'est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, sur la boîte à outils, on va pouvoir utiliser beaucoup d'autres fiches qui vont participer à renforcer cette capacité à consentir en fonction de l'âge. Et puis, si vraiment on n'est pas inspiré et on est nul en cuisine, eh bien, on a même une fiche consentement qu'on peut décliner en fonction des tranches d'âge. Donc, on a vraiment simplifié les choses. Et pour pouvoir utiliser correctement cette boîte à outils, on a mis en place une formation, alors 2 jours et demi, on a décliné différents types de formations, mais pour partager une culture commune autour de la prévention et la capacité de bien utiliser l'ensemble des fiches. Vous voyez que certaines fiches ont un petit pictogramme, là, attention danger, parce que ces fiches favorisent la révélation des violences subies ou agies. Dans notre perspective, on n'oppose pas les victimes et les auteurs. On considère que s'il y a une victime, la priorité c'est de la protéger. Donc on signale, on révèle, on accompagne, on protège. Mais il faut aussi s'occuper de l'auteur, avec la mauvaise habitude des institutions de traiter le problème en déplaçant l'auteur. Donc catastrophe, il va continuer de faire des victimes. Ce matin, Arnaud Galen nous rappelait 330 000 victimes dans l'Église, avec 3 000 auteurs repérés. Ça veut dire que chaque auteur aurait fait 100 victimes. Je ne sais pas si vous imaginez, ça choquait personne, ça. Donc faites attention aux statistiques. En tout cas, on a un énorme travail. Donc on vient chercher la victime, la protéger, on l'accompagne, on soigne. On accompagne les familles, on fait des thérapies familiales systémiques. On accompagne les auteurs, agresseurs ou certains profils compliqués. Et on va aussi traiter le système qui a favorisé la réalisation de ces violences. Donc on intervient, si vous aimez la santé publique, en prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, c'est-à-dire même sur les systèmes qui favorisent ces violences. Aujourd'hui, le projet BOAT, il se décline avec un site internet, avec des formations, une petite mallette d'intervention de 3,9 kg, 10 ans de gestation, ça a été long. On a des collaborations pour la traduction de la BOAT en arabe avec le Liban et puis en anglais, je vais bientôt partir aux États-Unis pour ça. On a une newsletter trimestrielle, un site, et on va développer de la recherche avec l'éducation nationale dans des collèges dits défavorisés ou très défavorisés. Simplement pour vous dire que tous ces outils sont accessibles et à votre disposition, que vous participez tous à cette action majeure autour du renforcement des capacités à consentir, avec cette difficulté à concevoir le consentement comme la sexualité, comme un processus secondaire à un apprentissage psycho-socio-culturel.
Et donc, du coup, attention à nos propres projections en tant que professionnels, en tant que thérapeute, et à considérer en fait l'autre à la fois dans ses capacités, dans sa compétence, mais aussi dans sa construction. La capacité à consentir, c'est une source de vulnérabilité, comme le défaut de filtre du côté de certains agresseurs. C'est un sujet de préoccupation aujourd'hui majeur entre éducation et prévention. C'est aussi un enjeu de santé publique, avec des tests bien faites, y compris dans la capacité à consentir, on a moins de problèmes. Et pour vous aider, si vous le souhaitez, on a un bel objet commun qu'on est en train d'évaluer de manière globale. Toutes les fiches ont déjà été évaluées, mais si vous en avez envie, avec votre consentement, un objet consensuel, validé evidence-based, pour établir une sorte de cohérence dans la capacité à consentir. Je vous remercie pour votre attention.